Merci, bonsoir à tous. Donc moi je suis Jean-Michel Pereira, je suis enseignant-chercheur à l'École des Ponts et adjoint au président du département Génie civil et construction. Donc, alors pourquoi le département de Génie civil? Alors, les masters là, dont il est question, les masters spécialisés dont il est question ce soir sont organisés à l'intérieur du département, sont pilotés dans l'organisation du département. Alors quelques mots sur l'école et le département. Vous connaissez peut-être l'école des Ponts pour la formation d'ingénieurs. Hein. C'est une école qui est dite la première école d'ingénieurs du monde. Elle a été en âge. Elle a été créée en 1747. Elle diplôme plus ou moins 250 ingénieurs par an. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, elle a été très active en termes de création de masters spécialisés. Elle est assez agile là-dessus et capable de monter des formations assez rapidement. Et elle diplôme autant de mastériens spécialisés que d'ingénieurs en une année. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau maintenant. Donc voilà, le département de génie civil, en termes d'élèves, c'est le plus gros département de l'école aussi. Mais l'école ne fait pas que du génie civil, hein. Malgré le nom, elle peut former vers la finance, vers la mécanique plutôt matériaux, vers la banque. Enfin, voilà, c'est une école assez généraliste quand même. Donc le département génie civil, lui, il pilote 5 masters spécialisés. Il y en a 2 qui sont plutôt génie civil hardcore, on va dire, un peu plus anciens. Il y a 3 masters spécialisés sur l'immobilier et le bâtiment, dont les 2 dont on parle ce soir. Le master BIM, il est en train de recruter sa 3e promotion. C'est un master qui est parti sur le chapeau de roue avec des promotions assez grandes. Donc qui marche bien, qui réunit les principaux, tous les acteurs impactés par la maquette numérique. Et il intervient en fait sur tout le cycle de vie des bâtiments et des infrastructures. Je dois dire qu'il est co-accrédité avec le STP quand même. Voilà, il regroupe un public en formation continue de professionnels et quelques jeunes diplômés. Voilà, le Master Design by Data, lui, il va accueillir sa première promotion cette année. Donc c'est une formation assez innovante qui regroupe plusieurs profils, des architectes, des ingénieurs, des gens qui sont plutôt intéressés par le design, voire des artistes numériques. Et quelque chose d'assez particulier dans le domaine de la formation continue, il est il bénéficie du support important d'un des laboratoires de recherche de l'école, le laboratoire Navier, qui est un des plus gros laboratoires de génie civil en France. C'est 50 permanents chercheurs. En tout, on parle de quasiment 200 personnes pour le laboratoire. Et le soutien, il est plutôt par le biais de l'équipe structure de ce laboratoire. Et le soutien, il est apporté en termes de recherche sur les géométries complexes, mais aussi en termes d'équipement, avec une plateforme de prototypage, de fabrication, de robots également. Donc voilà, c'est quelque chose de particulier, d'important à souligner pour cette formation-là. C'est donc une formation qui met en avant beaucoup l'apprentissage par projet, avec des projets qui vont jusqu'au prototypage. Et donc une thèse professionnelle comme l'ensemble des masters spécialisés de l'école. Voilà, donc j'arrête de vous prendre la tête avec les aspects institutionnels et je laisse la place maintenant au contenu de la soirée. Bonne soirée à tous. Alors bonsoir à tous. Moi je vais coordonner un peu la soirée entre les différents intervenants. Je m'appelle Nicolas Sanemo, je suis architecte de formation. Je travaille chez XTU depuis maintenant plusieurs années. J'ai entamé un Master BIM à la promotion 2015-2016. Donc cette formation a été assez importante parce qu'elle a réellement formé ma manière de modéliser, mais aussi la manière de concevoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand nombre de personnes présentes dans l'audience reflète un peu ce shift que la conception est en train de passer à travers une digitalisation assez importante. Donc aujourd'hui, c'est une soirée, c'est pas vraiment une soirée conférence
où les intervenants vont parler pendant 1h30 et puis répondre aux questions à la fin. On a préféré, avec Volume, avec le NPC, s'attacher sur un format d'intervention qui soit relativement court, à savoir 10 minutes maximum par intervenant, et tous les 2-3 intervenants, une salle de questions. Donc aujourd'hui, en fait, on va avoir 3 chapitres d'intervenants que je vais décrire un peu plus tard, qui sont déclinés suivant également certains thèmes. Donc aujourd'hui, c'est une soirée débat entre le BIM et le computational design, ou le design paramétrique, ou la relation extrêmement complexe entre la conception et les logiciels, donc les techniques, diverses techniques numériques. Et on va commencer par le BIM. Donc le BIM, c'est avant tout, je pense, un phénomène de numérisation extrêmement large de l'AEC, très large parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que l'architecte et l'ingénieur qui modélisent ou qui visualisent. Il y a le bureau de contrôle, le client, les SEM, les aménageurs, un très très grand nombre de personnes qui ont cette sensibilité maintenant et ce langage. Et je pense que c'est particulièrement là-dedans que réside la révolution, qu'on appelle la révolution d'un BIM. Donc le BIM, c'est donc cette grande démocratisation de la visualisation et de la modélisation, mais également des outils et des techniques. Et c'est là qu'on va commencer à voir les passerelles avec le design paramétrique se créer. Donc le lien est assez intéressant parce que le design paramétrique a sa culture, il a ses méthodes, ses architectes de renom, ses références qu'on connaît, qui pour l'instant, jusqu'à il y a peu je dirais, ont été assez avant-gardistes. Mais aujourd'hui, par cette vulgarisation, notamment du script, du code visuel, ces approches sont beaucoup plus réelles pour l'ensemble des intervenants. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu donner la parole en premier lieu à ce qu'on appelle des architectes ingénieurs praticiens, des gens qui conçoivent avec des outils, qu'ils adaptent, qu'ils laissent tomber, qu'ils recréent, qu'ils rabootent parfois, mais qui sont toujours signataires d'un parti pris architectural assez fort. Et c'est pour ça qu'Anouk Legendre de chez XU est ici, qui va nous donner un peu cette vision entre la conception moyen numérique, qui elle est aussi l'avis un peu critique, et c'est pour ça que Jean-François Blassel de chez Espan Ingénierie, ancien collaborateur de Peter Rice, est là ce soir. Donc comme on l'a dit, le BIM a un aspect révolutionnaire, non seulement dans la manière de faire, mais aussi dans les personnes qui vont faire. On dit souvent du BIM que le BIM est une révolution, ça je l'ai dit juste avant, mais j'aime bien faire la comparaison avec le livre de McLuhan qui s'appelle Comprendre les médias, et qui dit « Le chemin de fer n'a pas inventé le mouvement, mais il a transformé la relation entre les hommes et entre les actions ». Et c'est exactement ce qu'est le BIM pour moi. C'est-à-dire que le BIM n'existe pas depuis 5 à 10 ans, depuis l'invention depuis la création du BIM World, il existe depuis bien longtemps, mais le fait d'y avoir mis un nom, d'y avoir mis une certaine étiquette, qu'elle soit commerciale ou stratégique, a permis de formaliser ces rapports et de les cristalliser. Et c'est pour ça que maintenant il y a des nouveaux métiers, BIM projeteur, BIM coordinateur, BIM manager, etc. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir fait venir aujourd'hui Daniel Hurtubise de chez Renzo Piano, qui à mon avis aura un mot extrêmement sensible entre la conception, évidemment liée à une agence Pritzker Price comme Renzo Piano, et le BIM. Mais après, au-delà du BIM, il y a aussi le design paramétrique. Aujourd'hui, les architectes, mais les ingénieurs, qu'ils aient un profil comme le mien ou qui se soient spécialisés sans forcément être passés d'une manière plus institutionnelle, travaillent dans les entreprises. Ils travaillent dans les bureaux d'études, ils se surspécialisent. Et c'est pour ça qu'à mon avis, un profil comme celui de Tristan Gobin de chez HAL Robotics, nous avons été à la même école tous les deux, on ne s'est pas croisés, mais lui, par contre, en tant qu'architecte, à préférer approfondir le lien entre sciences industrielles, sciences informatiques et design, ce qui est aujourd'hui un peu la pointe et la finalité du design paramétrique. Donc, je pense qu'il est aussi important, d'une certaine manière, toujours dans ces nouveaux profils, de donner la parole aux distributeurs logiciels. On aurait pu en inviter bien plus, mais je pense qu'aujourd'hui, Rhino
est clairement un des programmes, un des logiciels que les designers utilisent et qui est en fait une plateforme relativement générique et qui a été énormément transformée et adaptée par les concepteurs eux-mêmes, par les développeurs eux-mêmes, et qui est en fait aussi une plateforme, mine de rien, collaborative qui s'est développée avec le BIM. Donc c'est pour ça qu'on va donner la parole plus tard à monsieur Jacques Ababou. Donc tout ça pour dire qu'en réalité, il y a énormément de choses qui changent avec le BIM, avec le design paramétrique, le lien entre sciences industrielles, robotique, script notamment, manière de modeler, travail collaboratif, tout ça c'est des notions qui sont extrêmement larges aujourd'hui. On a beaucoup de mal à les identifier de la même manière par chaque intervenant. Et je pense que c'est un travail pour le coup qui est extrêmement important de donner aux cadres pédagogiques comme à l'école des ponts, qui vont avoir un point de vue sur notamment les méthodologies d'apprentissage et surtout le but de l'apprentissage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend quand on va dans un master spécialisé, que ce soit Design by Data ou BIM? En tant qu'enseignant, quel est le savoir qu'on va prodiguer? Est-ce qu'il va être, pour répondre qu'à moitié, est-ce qu'il va être plutôt stratégique ou au contraire, il va être extrêmement pratique, c'est-à-dire lié à la vie de tous les jours? Et je pense que c'est là-dedans que réside un peu la clé de voûte de la compréhension de l'effet ricochet, si vous voulez, qu'a eu le développement des outils digitaux, du numérique, à travers les architectes, les ingénieurs, ces profils hybrides dont j'ai parlé.